Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planète Théo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, ici, on lisait Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald. C'est notre troisième épisode, si je ne m'abuse, sur cette œuvre. Et nous lirons ce soir les chapitres 5 et je pense 6. De toute manière, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez trouver dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo les timecodes qui vous permettront de passer l'introduction, d'aller directement au chapitre qui vous intéresse, de passer la pause dans la lecture, enfin les pauses, parce que je pense que je vais en faire plusieurs ce soir, bref, qui vous permettent de naviguer à votre gré dans la lecture. Bonsoir Zia, bonsoir Sarah qui me rejoignent en live, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de voir que vous êtes décidément très assidus sur cette lecture, merci beaucoup, c'est très gentil. Je vous souhaite la bonne santé à tous, je vous souhaite comme d'habitude à tous de passer un agréable moment en ma compagnie. Je pense qu'on est parti pour 1 heure et demie, 2 heures. Je dis ça tout le temps en fait, mais bon, c'est à peu près la norme. Sachant que j'ai pas prévu de parler longtemps en intro, j'ai pas prévu de parler longtemps dans les pauses. Donc on va essayer d'aller encore une fois à l'essentiel de la lecture. Et ouais, j'ai à peu près regardé combien de pages ça pouvait durer. Je me tâte encore, on va voir selon mon état de fatigue, mais je vais peut-être faire le chapitre 5 dans son intégralité et le chapitre 6 dans son intégralité d'une traite. Ils font tous les deux un peu moins de 20 pages, donc c'est justement pile la limite où c'est difficile pour moi de faire deux parties par chapitre, sinon ça fait trop découpé et ça fait des pauses toutes les 15 minutes, ce qui est un peu court je trouve. Et donc bah, quand ça passe à 20, en l'occurrence, j'arrive à faire une pause qui va bien je trouve, mais là... Bref, du coup, je suis tout tourneboulé, je tergiverse et je ne sais pas quoi faire. Santé à tous. Bonsoir Dimal, bienvenue sur le live, comment tu vas? On est toujours très ponctuel pour des live lectures, je vois ça, je vois ça. Heureux que ça vous plaise, ça me fait plaisir que vous ayez débarqué sur les lives la semaine passée en fait, seulement. C'est vrai que le temps passe super vite. Enfin, il passe de manière très bizarre en fait. Bref, mais ça m'a fait plaisir de vous voir repop sur ces lectures à chaque fois. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quand même, avant qu'on ne se jette dans la lecture, on commence une nouvelle semaine, donc je vous mets quand même vite fait au courant des lives de la semaine. Ce soir et vendredi 21 h, lecture de Gatsby le Magnifique qu'on continue. Demain, mercredi, de 14 h à 19 h, ce fameux nouveau créneau de gaming où nous continuerons le jeu Winking League of Legends Story. Par contre, sur le créneau de samedi 21 h, il n'y aura pas de découverte de l'univers de League of Legends comme la semaine passée, puisque je le rappelle, c'est un créneau sur lequel je vais se faire rencontrer multiples émissions. En gros, un peu toutes les autres émissions que j'ai pu faire jusqu'à présent sur ma chaîne vont tourner les uns après les autres sur ce créneau de samedi 21 h. Et ce samedi à 21 h, nous aurons un nouvel épisode d'À l'abordage. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait cette émission. J'ai vraiment hâte de la faire, même si j'appréhende aussi, parce que ça sera un l'abordage un petit peu revisité, un petit peu revu avec une nouvelle formule, on va dire, en cela que habituellement je fais, jusqu'à présent j'ai fait 1 heure et demie, 2 heures, même peut-être plus que ça. En tout cas, un certain nombre de temps quand même assez conséquent à vous parler d'un sujet qui m'intéressait moi et à vous le présenter en quelque sorte et à en discuter avec vous. Là, ça va être à l'abordage spécial suggestion de janvier. Donc grosso modo sur Twitter, je fais un défi qui s'appelle 50 pas dans l'inconnu, où je vous demande toutes les semaines des albums ou des discographies, ainsi que des films. Et donc bah, ça fait 4 semaines maintenant que toutes les semaines j'essaie de voir ça et d'entendre ça, enfin d'écouter ça, et de me faire un petit avis. Et donc, bah, samedi, ça va être un petit peu le bilan de tout ça, ça va être un petit peu le bilan de ce mois de janvier. Je vais revenir sur toutes vos suggestions. Pour ceux que ça intéresserait, je vais citer quand même les thèmes qui vont être abordés ce samedi. Comme ça, peut-être que ça pourra égayer, non, comment on dit, attiser votre curiosité. Du coup, en musique, on va parler du groupe Ali. On va parler du groupe Billy Talent, on va parler du chanteur Tom Waits et on va parler de Nekfeu. Voilà, voilà pour tout ce qui est la musique. Pour ce qui est des films,
On va parler. Alors, j'essaie de m'en souvenir dans l'ordre, mais c'est pas facile. On va parler d'Into the Wild. On va parler de Personne ne sait que je suis là. On va parler. Qu'est-ce que j'ai vu? Oui, de Breakfast at Tiffany's. Et on va parler de Fight Club. Voili voilou. Des noms très très connus, d'autres beaucoup moins. Des choses beaucoup plus confidentielles, je dirais. Mais surtout, la chose où j'ai été très heureux, c'est de voir qu'il y a un peu de tout. Là, par exemple, en musique, je vais autant sur du rock que sur du rap, que sur du jazz. Enfin voilà, il y a des choses un petit peu diverses et variées. Et pareil sur les films. Un film un petit peu méconnu sur Netflix. Des grands classiques comme Fight Club ou Into the Wild. Et puis un grand classique des années un peu plus anciennes avec Breakfast at Tiffany's. Donc ouais, ça peut être vachement. Enfin, en tout cas, je suis très heureux de ce périple culturel en quelque sorte puisque j'ai lancé ce challenge personnel justement pour découvrir des tas de choses, de tas d'univers différents. Et pour le moment, bah, ça se goupille plutôt bien en ce sens-là. D'ailleurs, on parlera un petit peu de cette aventure, comme je dis, culturelle samedi, puisque je vais peut-être revoir quand même mon programme à la baisse, parce que franchement, si je maintiens ce rythme jusqu'à la fin de l'année, je vais clamser. Je sais pas comment je peux faire, c'est impossible. Ne serait-ce que la semaine passée pour Tom Waits, le mec avait 18 albums solo. J'en ai écouté que 6. Et déjà, en écouter 6, ça m'a pris énormément de temps. Donc ouais. Je pense que par exemple, sur les discographies, je vais devoir revoir à la baisse et de me dire, bon, tant pis, je vais pas jusqu'à la discographie complète, je vais prendre un petit échantillon, parce que sinon, ouais, sinon j'y passe mes journées. Bref, et du coup, bah, je suis heureux que ça puisse te plaire, Zia. De toute manière, comme je disais, c'est samedi 21 h et éventuellement ça sera en rediffusion 2 jours plus tard. Si vous l'avez loupé, pas de problème. Voilà, voilà. Je pense avoir dit l'important de ce qui allait se passer cette semaine. La fois passée, nous nous sommes laissés à un tournant décisif, j'ai l'impression, de Gatsby le Magnifique, puisque nous en arrivons enfin au moment où Gatsby devient un personnage un peu plus présent, un peu plus central, entre guillemets, en cela que, bah, tout simplement, on l'entend parler, on le voit agir, et surtout, l'histoire se dénoue un petit peu, se délie, ou plutôt se lie, puisque on comprend la problématique, à savoir que Gatsby s'est installé, donc je rappelle, il y a deux îles l'une face à l'autre, et Gatsby s'est installé dans une maison qui est face à son amour perdu, de ce qu'on comprend, qui est Daisy. Donc ça va être ultra intéressant de voir comment ça évolue maintenant que il a mis au courant deux personnages, à savoir notre narrateur Nick Carraway et sa petite amie, puisque c'est sur cette scène-là qu'on a terminé la fois passée des embrassades. Sa petite amie, comment elle s'appelle? C'est Baker, mais c'est... Je vais plus trouver. Jordan Baker. Jordan Baker. Voili voilou. On est bon? Je pense avoir fait un récapitulatif plutôt efficace. Je vais me lancer, je vous préviens tout de suite. Il fait archi giga froid chez moi. Et là, je suis de plus en plus dans des conditions difficiles. Je suis de plus en plus dans des conditions difficiles. Donc je vais vraiment essayer de faire de mon mieux pour faire une lecture convenable, voire, je l'espère, agréable et intéressante. Mais vraiment, là, j'ai un peu de peine ce soir. J'ai un peu... Enfin, toute la journée, j'ai eu un peu de peine. J'ai eu froid, j'avais envie de rien faire. J'avais pas l'énergie de rien faire. J'étais fatigué. Donc voilà, j'essaie de me mettre en ordre, mais c'est un peu difficile. Je suis devant la cheminée. Ah bah, je t'envie un petit peu d'Imal là, parce que vraiment, moi j'ai du mal. Hmm. D'ailleurs, j'ai pas fait un truc que je fais quasiment avant tous les lives, en tout cas quand je suis fatigué, ce qui arrive souvent. Ce qui arrive souvent. Mais du coup, voilà, attention, une exclusivité pour vous. Je vais faire ma routine de pré-live en live. Voilà. Ça fait monter le sang aux joues, ça me réveille, je suis beaucoup plus prompt à la lecture, beaucoup plus prompt à l'animation, c'est sûr. Allez, on est parti.
Bah franchement, j'hésite à mettre un bonnet, hein, franchement, franchement. Non, en vrai, au visage, ça va. C'est plus j'ai les pieds gelés, enfin, puis c'est toute l'ambiance de l'hiver là. Je déteste ça, je déteste ça. Si je pouvais habiter dans un pays où il fait chaud toute l'année là. Bref, on va passer sur le setup lecture. La nuit est tombée sur Planétéo. Enfin, sur ma planète. On va se lancer. Je te souhaite une bonne écoute, Dimal, bonne écoute, Zia, bonne écoute, Sarah, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat Twitch et à ceux qui me regarderaient en rediffusion sur YouTube. Comme je le disais tout à l'heure, je vais essayer d'enchaîner le chapitre 5 dans son intégralité d'une traite. Et donc, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, on se retrouve, je pense, d'ici un bon 30-40 minutes sur le chat. À tout à l'heure. Chapitre 5. En regagnant West Egg cette nuit-là, à 2 heures du matin, j'ai eu un instant de panique. J'ai cru que ma maison flambait. Une clarté irréelle inondait la pointe de la péninsule, embrasait les jardins et projetait de petites lueurs d'incendie sur les fils électriques qui longent la route. J'ai compris au dernier tournant que ça venait de chez Gatsby. Sa demeure était illuminée de la cave à la tour de guet. J'ai tout d'abord pensé qu'il donnait une soirée, qu'elle s'était transformée en une vaste partie de main chaude ou de promenons-nous dans le bois, ce qui avait conduit à ouvrir toutes les pièces. Mais on n'entendait aucun bruit. Uniquement le vent dans les arbres qui jouait avec les fils électriques, provoquant de petites baisses de courant, et la maison semblait cligner des yeux dans les ténèbres. Mon taxi s'éloigna en cahotant, et je vis Gatsby venir vers moi à travers sa pelouse. Votre maison ressemble à un pavillon de l'exposition universelle. Vraiment? Il la regarda, l'air rêveur. J'inspectais simplement quelques chambres. Prenons ma voiture, cher vieux. Allons jusqu'à Coney Island. Il est trop tard. Alors, piquons une tête dans ma piscine. Je ne l'ai pas fait de tout l'été. Il faut que je dorme. Très bien. Il me regardait, incapable de dissimuler son impatience. J'ai attendu un moment avant de dire Miss Baker m'a parlé. J'appellerai Daisy demain. Je l'inviterai à prendre le thé. Ah, très bien. Comme un détail sans importance. Je ne voudrais pas que ça vous dérange. Quel jour vous conviendrait? Vous conviendrait à vous, s'empressa-t-il de rectifier. Encore une fois, je ne veux pas vous déranger. Après-demain? Il parut réfléchir, puis avec un léger embarras. J'aimerais tondre ce gazon. Nous avons regardé le gazon en question. Une ligne de démarcation très nette soulignait l'endroit où les mèches en désordre du mien cédaient la place à la coupe impeccable du sien. J'en conclus donc qu'il s'agissait du mien. Il y a un autre petit problème, reprit-il tandis que son embarras augmentait. Préférez-vous attendre quelques jours? Non, non, ce n'est pas ça. C'est plutôt. Il ne savait par où commencer. Je me demandais. Bon, cher vieux, soyons francs. Vous. Vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Pas beaucoup. Réponse qui parut le rasséréner, car il continua avec plus d'assurance. C'est ce que je pensais. Pardonnez-moi, mais. Bon. Je mets en route une petite affaire, quelque chose d'un peu marginal, et. Puisque vous ne gagnez pas beaucoup, je me suis dit. Vous vendez des actions, c'est bien ça? J'essaie. Ça peut donc vous intéresser. Ça vous prendra très peu de temps et risque de rapporter gros. Une affaire plutôt confidentielle, vous voyez? Je sais aujourd'hui qu'en d'autres circonstances, cette conversation aurait pu avoir un grave impact sur ma vie. Mais il s'agissait si clairement cette nuit-là, et si maladroitement, de me payer pour un service rendu, que la seule attitude possible était de couper court. J'ai trop à faire. Je vous suis très reconnaissant, mais je ne peux me charger d'aucun travail supplémentaire. Vous n'aurez rien à voir avec monsieur Wolfsheim. Il s'imaginait que la gonédion évoquée au cours du déjeuner expliquait mon refus. Je l'assurai qu'il se trompait. Il attendit encore un peu, espérant que j'allais poursuivre la conversation, mais j'avais trop de choses en tête, et il rentra chez lui à contre-cœur. Cette soirée m'avait rendu si heureux, si léger, que, ma porte à peine refermée, j'ai dû sombrer dans un sommeil sans rêve. J'ignore donc si Gatsby a été à Coney Island, ou s'il a poursuivi l'inspection de ses chambres, et jusqu'à quelle heure de la nuit sa maison a brillé de tous ses feux. Le lendemain, du bureau, j'ai appelé Daisy pour l'inviter à prendre le thé. Viens sans Tom, ai-je précisé. Pardon? Je dis sans Tom. Quel Tom?
demanda-t-elle avec candeur. Aujourd'hui, il pleuvait. Vers 11 heures du matin, un homme revêtu d'un ciré et poussant une tondeuse à gazon a sonné chez moi. Monsieur Gatsby l'envoyait tondre ma pelouse, m'a-t-il expliqué. Ce qui m'a rappelé que je n'avais pas alerté ma Finlandaise, et je suis parti à la recherche de sa petite maison chaulée dans les ruelles détrempées de West Egg Village. J'en ai profité pour acheter des tasses, des citrons et des fleurs. Fleurs qui se révélèrent inutiles, car à 2 heures, Gatsby me fit livrer l'équivalent d'une serre, assortie de vases appropriés. 1 heure plus tard, ma porte s'ouvrit avec nervosité, et Gatsby, flanelle blanche, chemise gris-argent, cravate à reflets d'or, fit irruption chez moi. Blême, de larges cernes autour des yeux, qui attestaient son insomnie. Tout va bien? Si vous voulez parler du gazon, je pense qu'il va très bien. Quel gazon? Il paraissait déconcerté. Ah, le jardin! Il s'approcha de la fenêtre, mais, à l'expression de son visage, je doute qu'il ait vérifié quoi que ce soit. Ça a l'air parfait, dit-il à mi-voix. L'un des journaux annonce que la pluie va cesser à 4 heures. Le journal, je crois. Avez-vous tout ce qu'il faut pour le bon déroulement de ce thé? Je le conduisis à l'office, où la présence de ma Finlandaise parut le contrarier, et nous avons examiné les 12 tartes au citron du pâtissier. Elles sont bien? Mais oui, très bien, il ajouta avec effort. Cher vieux. Vers 3 heures et demie, la pluie se dilua en un brouillard humide que traversaient parfois de petites gouttes de rosée. Gatsby, l'œil absent, feuilletait un exemplaire d'Economics de Henry Clay, sursautait à chaque pas que ma Finlandaise faisait dans la cuisine et observait de temps en temps mes vitres embuées, comme si d'invisibles et terrifiants événements se déroulaient à l'extérieur. Il finit par se lever et m'informa d'une voix blanche qu'il rentrait chez lui. Pourquoi? Il est trop tard. Personne ne viendra pour le thé. Il consulta sa montre, comme quelqu'un qui a des obligations plus urgentes. Je ne peux pas attendre toute la journée. Ne soyez pas ridicule. Il est à peine 4 heures moins 2. Il se rassit, honteux de se faire rabrouer, et quelques secondes plus tard nous avons entendu le bruit d'une voiture qui s'engageait dans mon allée. Nous nous sommes levés d'un même élan, et, légèrement anxieux à mon tour, je suis sorti dans le jardin. Un long coupé décapotable venait vers moi entre les branches de lilas où s'égouttait la pluie. Le visage penché, à l'abri d'un tricorne lavande, Daisy me regardait avec un sourire proche de l'extase. « C'est donc indubitablement là que tu loges, mon bien cher. » Le murmure de cette voix était comme un souffle de vie sous la pluie, et j'en savourais les modulations un instant, pour le seul plaisir de l'oreille, avant que le sens des mots ne m'atteigne. Une petite mèche détrempée glissait contre sa joue comme une trace de peinture bleue, et quand je lui ai pris la main pour l'aider à descendre, elle brillait de perles d'eau. « Es-tu amoureux de moi » me demanda-t-elle à voix basse. « Sinon, pourquoi fallait-il que je vienne seule ?»« C'est tout le mystère du château des brouillards. Dis à ton chauffeur d'aller faire un tour et de revenir dans 1 heure. »« Ferdi, revenez dans 1 heure. » Puis vers moi, à voix basse, « Il s'appelle Ferdi. » L'odeur de l'essence affecte-t-elle son nez? Je ne crois pas, répondit-elle avec ingénuité. Pourquoi? Nous sommes entrés dans la maison. À mon grand étonnement, le living-room était vide. Ça alors, c'est incroyable. Qu'y a-t-il d'incroyable? Un coup discret contre la porte lui fit tourner la tête. J'allais ouvrir. Debout dans une flaque d'eau et pâle comme un mort, les mains au fond des poches comme 2 poids de plomb, Gatsby me regardait avec une intense émotion. Sans ôter les mains de ses poches, il traversa le hall à grands pas, tourna brusquement sur lui-même comme s'il glissait sur une corde raide et disparut dans le living-room. Il n'y avait plus la moindre part de jeu. J'ai senti que mon propre cœur se mettait à battre plus vite, et j'ai fermé la porte sur la pluie qui venait de reprendre. Près d'1 minute de silence. Puis, une sorte de cri étouffé, l'amorce d'un rire, et la voix de Daisy, aiguë, artificielle. « Oh, vraiment, ça me fait terriblement plaisir de vous revoir. » Nouveau silence qui n'en finissait pas. Comme rien ne me retenait dans l'entrée, je les ai rejoints. Les mains toujours au fond des poches, Gatsby était appuyé contre la cheminée, dans une attitude qui se voulait indifférente et pouvait même passer pour de l'ennui. Il rejetait la tête si loin en arrière qu'elle touchait presque le cadran d'une pendule hors d'usage posée sur le manteau, et son regard éperdu tombait de haut sur Daisy, terrifiée mais adorable, assise sur un bord de chaise. « Nous nous sommes déjà rencontrés, » murmura Gatsby. Il me regarda un bref instant, et ses lèvres s'entr'ouvrirent sur un rire qu'il retint. Par une chance inespérée, la pendule choisit ce moment-là pour basculer dangereusement.
Il fut obligé de se retourner et de la remettre en place, les doigts tremblants, puis il s'assit, le buste droit, appuya son coude au bras du divan, et posa son menton sur sa main. Navré pour la pendule, dit-il. Je devais être aussi congestionné que sous le soleil des tropiques. 1000 banalités me venaient en tête, et je ne savais laquelle choisir. Je me décidai pour la plus sotte. Oh, c'est une très vieille pendule. Nous avons contemplé le parquet une longue minute tous les trois, croyant peut-être qu'elle venait de s'y écraser. Notre dernière rencontre remonte à bien longtemps, hasarda Daisy d'une voix aussi neutre que possible. 5 ans, en novembre prochain. Cette précision mathématique apportée par Gatsby nous interdit, pendant une minute encore, de faire le moindre geste. Je leur proposai, en désespoir de cause, de m'aider à servir le thé, et ils étaient déjà debout quand mon insupportable finlandaise nous l'apporta sur un plateau. Le va-et-vient des tasses, des soucoupes et des pâtisseries nous permit de retrouver un certain naturel. Gatsby se tint de lui-même sur la réserve, et pendant que nous échangions quelques mots, Daisy et moi, il nous regardait attentivement l'un et l'autre avec une violente tristesse. Comme cette pause ne pouvait déboucher sur rien, je saisis le premier prétexte pour me lever en m'excusant. « Où allez-vous » demanda Gatsby, subitement alarmé. « Je vais revenir. »« Attendez, j'ai quelque chose de très important à vous dire. » Il me suivit dans la cuisine, l'air affolé, ferma la porte avec soin et murmura décomposé. « Seigneur Dieu, qu'y a-t-il ? Une erreur, c'est une erreur !» Il secouait la tête de droite à gauche. « Une tragique, tragique erreur !» Vous vous sentez un peu perdu, c'est normal. J'eus la bonne idée d'ajouter. Daisy aussi. Daisy, répéta-t-il sans y croire. Autant que vous. Parlez moins fort. Mais il m'impatientait. Vous vous conduisez comme un enfant mal élevé, qui plus est. Daisy est restée là-bas, toute seule. Il leva les deux mains pour m'imposer silence, me regarda avec une expression de blâme que je n'oublierai jamais, ouvrit sans bruit la porte et regagna le living-room. Je m'échappai par l'entrée de service, ainsi qu'il l'avait fait lui-même un peu plus tôt pour contourner rapidement la maison, et courus m'abriter sous le feuillage d'un grand arbre. Car il pleuvait à verse, et ma désolante pelouse, si bien tondue par le jardinier de Gatsby, n'était déjà plus qu'une mosaïque de petites fondrières et de marécages antédiluviens. Je n'avais rien à regarder sous cet arbre, sinon la vaste demeure de Gatsby, ce que je fis pendant une bonne demi-heure, avec une ferveur égale à celle de Kant face à son clocher. Elle avait été construite 10 ans plus tôt par un brasseur, quand le style d'époque devenait à la mode. On prétend qu'il avait proposé à ses voisins de prendre en charge tous leurs impôts pendant 5 ans, s'ils acceptaient que leur toit soit couvert de chaume. Le refus qu'ils lui opposèrent brisa net son rêve de fondateur de dynastie, et il déclina rapidement. Le jour où ses enfants mirent la maison en vente, il y avait encore une couronne mortuaire accrochée à la porte. S'ils se plient volontiers à la condition d'esclaves, les Américains s'obstinent toujours à refuser celle de paysans. Le soleil revint bientôt, et la camionnette de l'épicier remonta l'allée de Gatsby pour apporter de quoi nourrir ses domestiques, mais j'étais certain que lui-même n'aurait pas avalé une bouchée. Une femme de chambre vint ouvrir l'une après l'autre les fenêtres du premier étage, s'attarda un instant devant chacune d'elles, et lorsqu'elle atteignit la baie vitrée centrale, je la vis se pencher et cracher rêveusement dans le jardin. Il était temps de les rejoindre. J'avais confondu jusque-là le murmure de la pluie et celui de leur voix, croyant qu'elle s'élevait parfois avec de petites bouffées d'émotion. Mais, le silence revenu, j'eus soudain l'impression que le même silence avait envahi ma maison. J'ai fait beaucoup de bruit, exprès, en arrivant dans la cuisine, sans aller jusqu'à renverser le fourneau, et je suis entré dans le living-room. Ils semblaient n'avoir rien entendu. Ils étaient assis, face à face, aux deux extrémités du divan, et ils se regardaient, comme si une question venait d'être posée ou sur le point de l'être, et toute trace d'embarras avait disparu. Le visage de Daisy était couvert de larmes. Elle s'est levée très vite en me voyant et s'est approchée d'une glace pour les essuyer avec son mouchoir. Quant à Gatsby, sa métamorphose était sidérante. Il rayonnait, à la lettre. Sans qu'il prononce un mot, sans qu'il fasse un geste, la béatitude nouvelle qui émanait de lui irradiait toute la pièce. « Oh, hello, cher vieux !» me dit-il, comme s'il ne m'avait pas vu depuis des siècles, et je crus un instant qu'il allait me tendre la main. Il ne pleut plus. Plus quoi? Il finit par comprendre ce que j'avais dit, aperçut les petits éclats de soleil qui pointaient à travers les vitres. Il eut alors un grand sourire, comme un magicien météorologue, un grand seigneur émerveillé qui tient la lumière à ses ordres, et il en informa Daisy. « Il ne pleut plus. Qu'en dites-vous » ? « Je suis heureuse, Jay. » Que pouvait-elle avouer d'autre de sa voix blessée, douloureuse et si belle,
que son bonheur inespéré. « Venez chez moi avec Daisy, me proposa Gatsby. Je veux lui montrer ma maison. Tenez-vous vraiment à ce que je vienne? Absolument, cher vieux. Daisy monta se rafraîchir. J'ai pensé trop tard à mes serviettes de toilette qui allaient me faire honte, et nous l'avons attendue, Gatsby et moi, dans le jardin. Elle est assez belle, ma maison, vous ne trouvez pas? Regardez comme la façade reflète la lumière. Je reconnus qu'elle était superbe. Ah, vous trouvez? Il examina chaque porte en détail, chaque arcade voûtée jusqu'à la tour de guet. Il m'a fallu exactement 3 ans pour gagner de quoi me l'offrir. Je croyais que vous aviez hérité d'une immense fortune. C'est vrai, reconnut-il très vite. Mais j'en ai perdu la plus grande partie au cours d'un désastre. Le désastre de la guerre. Je pense qu'il ne contrôlait plus ce qu'il disait, car lorsque je voulus savoir de quelles affaires il s'occupait, il répondit brutalement « Ça me regarde ». Comprenant que ce n'était pas une très bonne réponse, il se reprit aussitôt. « Oh, je me suis occupé d'affaires très diverses, de produits pharmaceutiques pendant un temps, puis de produits pétroliers. Aujourd'hui, c'est terminé. » Et me dévisageant avec une certaine curiosité. « Dois-je comprendre que vous réfléchissez à ma proposition de l'autre nuit ?» Daisy ne me laissa pas le temps de répondre. Elle sortit de la maison, et les boutons de cuivre qui garnissaient sa robe sur 2 rangs étincelaient au soleil. « C'est cette énorme chose-là » s'écria-t-elle, le doigt tendu. « Vous déplaît-elle ?»« Je l'adore, au contraire. Mais comment faites-vous pour y vivre seule ?»« Je m'arrange pour qu'elle soit pleine de monde, jour et nuit, pleine de gens intéressants, qui font des choses intéressantes, des gens célèbres. » Au lieu de suivre le sentier qui longe le détroit, nous avons rejoint la route et sommes entrés par le portail. Daisy admira tout avec des murmures extasiés. Elle admira la silhouette féodale qui se découpait sur le ciel. Elle en admira tel et tel détail, puis elle admira les jardins, admira le parfum entêtant des jonquilles, celui plus épicé des aubépines, celui des pruniers en fleurs et le parfum d'or pâle des pensées sauvages. Nous avons gravi le perron, et j'ai été surpris de n'apercevoir aucun reflet de robe sur les marches de marbre, de n'entendre aucune autre voix que celle des oiseaux dans les arbres. À l'intérieur de la maison, nous avons traversé le salon de musique Marie-Antoinette, les grands salons Renaissance, et j'avais l'impression que les invités étaient là, tapis derrière les divans et les tables, retenant leur souffle sur ordre pendant que nous passions au milieu d'eux. Quand Gatsby a fermé la porte de la bibliothèque gothique, transporté pièce à pièce du Merton College d'Oxford, je suis sûr d'avoir entendu le rire fantomatique de l'homme au regard de hibou. Arrivés au premier étage, nous avons longé une enfilade de chambres d'époque, tapissées de soie rose ou bleu mauve, et garnies de fleurs fraîches, entrevues des dressing-rooms, des salles de douches et des salles de bain, aux baignoires encastrées, et sommes entrés par mégarde dans une pièce où un homme hirsute en pyjama. Et sommes entrés par mégarde dans une pièce où un homme hirsute en pyjama, allongé sur le sol, pratiquait quelques exercices pour se désengorger le foie. C'était M. Klipspringer, le pensionnaire. Je l'avais vu le matin même sur la plage, rôdant comme un loup affamé. Nous avons fini par atteindre l'appartement de Gatsby, chambre avec salle de bain et bureau 18e écossais, imité des frères Adam. Nous nous sommes assis, et il nous a offert une sorte de chartreuse qu'il a sortie d'un petit placard. Pas une seconde, il n'avait cessé de regarder Daisy, et je pense que les objets qu'il possédait changeaient de valeur à ses yeux à mesure qu'ils en prenaient une aux yeux de celle qu'il aimait. Il les contemplait parfois avec stupéfaction, comme si l'incroyable et indiscutable présence de Daisy les rendait brusquement irréels. Il manqua même à un moment quelques marches de l'escalier. Sa chambre était la plus sobre de toutes, à ceci près que le nécessaire de toilette posé sur la commode était en or massif. Daisy s'empara de la brosse avec volupté et s'en caressa les cheveux tandis qu'il venait s'asseoir près de moi, fermait les yeux, riait, enfin. « Oh, cher vieux, c'est incroyable. L'histoire la plus incroyable. » Il était presque en larmes. « Si j'essaie de... je ne peux pas. » Après une période d'angoisse maladive, suivie d'une période de joie délirante, il était maintenant bouleversé par le miracle d'une présence. Cette attente l'habitait depuis si longtemps, il l'avait si souvent imaginée du début à la fin dans ses moindres détails, attendu d'enserrer, peut-on dire, avec un tel acharnement, qu'il s'en trouvait par réaction comme annihilé, une pendule dont on aurait trop tendu le ressort. Il reprit bientôt ses esprits, et fit glisser pour nous les battants de 2 vastes penderies, où s'amoncelait toute une collection de complets, de robes de chambre, de cravates et de chemises par douzaines, posées les unes sur les autres comme des tas de briques.
J'ai quelqu'un en Angleterre qui se charge de ma garde-robe. 2 fois par an, au printemps et en automne, il m'envoie ce qu'il a sélectionné. Il prit l'une des piles de chemises et commença à les déplier devant nous. Des chemises de fine batiste, de souple flanelle, de soie légère, et elles se froissaient en tombant, et la table disparaissait peu à peu sous leurs fouilles multicolores. Et nous les admirions, et il en dépliait de nouvelles, un amoncellement opulent, moelleux, qui ne cessait de s'élever, chemises à carreaux, à chevrons, à rayures, orange fané, vert acide, pervenche, corail, brodées de monogrammes bleu marine. Soudain, avec un soupir étranglé, Daisy y enfouit le visage et fondit en larmes. Si belle, si belle. Elle sanglotait, et sa voix se perdait dans la somptueuse épaisseur des étoffes. Je suis tellement, tellement triste de n'avoir jamais vu autant de si belles chemises. Après la maison, nous devions parcourir le domaine entier, les jardins, la piscine, et pousser jusqu'à l'hydravion. Mais la pluie venait de reprendre, et nous sommes restés debout devant la fenêtre, à regarder la surface fripée de la mer. S'il n'y avait pas ce brouillard, dit Gatsby, on verrait votre maison. Vous avez une petite lumière verte qui brûle toute la nuit à l'extrémité de votre jetée. Daisy glissa aussitôt son bras sous le sien, mais il semblait comme oppressé par ce qu'il venait de dire. Peut-être avait-il pris conscience que cette lumière verte, si longtemps vitale pour lui, venait de s'éteindre à jamais. La distance qui le séparait de Daisy était si grande jusque-là, et cette lumière en était si proche, presque à la toucher, aussi proche qu'une étoile peut l'être de la lune, et ce n'était plus désormais qu'une lumière sur une jetée. Son trésor venait de perdre l'une de ses pierres les plus précieuses. J'ai fait quelques pas dans la chambre, où régnait une demi-pénombre. J'ai été intrigué par une grande photographie accrochée au-dessus du bureau, un homme âgé, en tenue de yachtman. Qui est-ce? Ça, cher vieux, c'est Dan Cody. Ce nom me disait vaguement quelque chose. Mon meilleur ami pendant des années. Il est mort maintenant. Une petite photographie de Gatsby en tenue de yachtman lui aussi était posée sur le bureau, 18 ans environ, la tête rejetée en arrière comme par défi. Oh, j'adore, s'écria Daisy. Ce qu'on appelait le toupet Pompadour. Je ne savais pas que vous vous coiffiez à la Pompadour à cette époque-là, ni que vous aviez un yacht. Regardez cet album, enchaîna Gatsby rapidement. Une série de coupures de presse qui vous concernent. Ils le feuilletèrent debout l'un contre l'autre. J'allais demander à voir les rubis quand le téléphone a sonné. Gatsby a décroché le récepteur. Oui? Je ne peux pas en ce moment. Pas en ce moment, cher vieux. J'ai dit une petite ville. Il doit savoir ce que c'est qu'une petite ville. Écoutez, s'il considère Détroit comme une petite ville, nous nous passerons de ses services. Il a raccroché. Venez voir, s'écria Daisy. Vite, vite. Elle était retournée à la fenêtre. Il pleuvait toujours, mais au couchant, par une échancrure du ciel noir, une flottille de nuages pomponnés roses et or s'avançait au-dessus de la baie. Regardez ça, murmura-t-elle, et après un silence. J'aimerais attraper un de ces nuages roses, vous y enfermer, et vous envoyer rouler dans l'espace. J'ai voulu les quitter, mais ils ont refusé de me laisser partir. Ma présence leur semblait sans doute plus rassurante qu'une complète solitude. Je sais ce que nous allons faire, dit alors Gatsby. Nous allons demander à Clip Springer de jouer du piano. Il sortit dans le couloir, appela Ewing et revint, quelques minutes plus tard, accompagné d'un jeune homme essoufflé, mal à l'aise, aux lunettes d'écaille et aux cheveux blonds clairsemés. Il avait pris le temps de s'habiller plus décemment, polo-shirt largement échancré, espadrille, pantalon de toile d'une couleur indéfinissable. « Nous vous avons dérangé dans vos exercices ?» lui demanda Daisy avec courtoisie. « Pas du tout, » protesta M. Klipspringer, de plus en plus mal à l'aise. « Je dormais, ou plutôt je m'étais endormi. Ensuite je me suis levé et... » Gatsby lui coupa la parole. « Klipspringer joue du piano, n'est-ce pas, Ewing ? Je joue très mal, je ne sais plus jouer en fait. Il y a longtemps que je ne travaille... » Gatsby l'interrompit de nouveau. « Descendons !» Il appuya sur un commutateur, et la maison resplendit de tous ses feux, effaçant les fenêtres aveugles. Mais, dans le salon de musique, il ne voulut qu'une petite lampe à côté du piano. Il alluma la cigarette de Daisy d'une main tremblante, puis l'entraîna vers un divan, très loin dans la pénombre, où le seul reflet d'une lueur du vestibule effleurait le parquet. Klipspringer joua The Love Nest, puis il fit demi-tour sur son tabouret et chercha Gatsby dans l'obscurité.
Vous voyez, je n'ai pas joué depuis longtemps. Je ne sais plus, je vous l'ai dit. Je n'ai pas Ne parlez pas tant, jouez. In the morning, in the evening, and we got fun. Le vent soufflait en force à l'extérieur de la maison, et l'écho d'un tonnerre lointain se répercutait sur la mer. À West Egg Village, toutes les lumières s'étaient allumées. Les trains bondés de travailleurs quittaient New York sous la pluie pour les reconduire chez eux. C'était l'heure des métamorphoses, et l'atmosphère se chargeait peu à peu d'une légère exaltation. One thing sure and nothing surer. The rich get richer and the poor get children. In the meantime, in between time. Je les ai rejoints pour leur dire au revoir, et le visage de Gatsby reflétait de nouveau une stupeur éperdue, comme s'il mettait en doute l'essence même de ce bonheur trop neuf. Près de 5 ans. Et par moments, peut-être au cours de cet après-midi, Daisy s'était-elle montrée inférieure à ses rêves, mais elle n'était pas fautive. Cela tenait à la colossale vigueur de son aptitude à rêver. Il l'avait projetée au-delà de Daisy, au-delà de tout. Il s'y était voué lui-même avec une passion d'inventeur, modifiant, amplifiant, décorant ses chimères de la moindre parure scintillante qui passait à sa portée. Ni le feu, ni la glace ne sauraient atteindre en intensité ce qu'enferme un homme dans les illusions de son cœur. Sentant que je l'observais, il fit un effort manifeste pour se ressaisir. Il chercha la main de Daisy, et comme elle lui murmurait quelques mots à l'oreille, il se tourna vers elle avec un transport d'émotion. Je crois que cette voix l'attachait plus que tout, avec ses inflexions exaltantes, envoûtantes, car aucun de ses rêves n'aurait pu en imaginer de plus belle. Cette voix était un chant d'immortalité. Il m'avait oublié. Daisy leva pourtant les yeux et me fit signe de la main. Pour Gatsby, j'avais déjà disparu. Je les ai regardés une dernière fois, et ils m'ont rendu mon regard, mais de très loin, sur la rive d'une autre vie. J'ai donc quitté la pièce et descendu les marches sous la pluie, les laissant là, ensemble. Et c'est la fin du chapitre 5, les amis. Nous marquons une courte pause. Une partie de main chaude, en effet. Je ne sais pas quel est ce jeu. Mais vu qu'après c'était promenons-nous dans les bois, j'imagine que c'est soit une comptine, soit un jeu d'enfant, genre cache-cache ou trap-trap. J'avais entendu une fois ça m'avait fasciné. C'est débile, hein, mais ça m'avait fasciné. J'avais entendu des variantes d'appellations des jeux d'enfants. Et par exemple, je sais pas moi, cache-cache ou trap-trap, ça a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'appellations différentes, bah, selon les enfants qui l'emploient en fait, selon la région, selon même presque les écoles, enfin c'est hallucinant. Donc ouais, j'imagine que c'est un jeu, alors je ne sais pas quel jeu ça représente. Moi j'imagine que main chaude, ça pourrait me faire penser potentiellement à juste désigner un objet ou quelque chose, ou cacher un objet, et dire chaud, froid, chaud, froid. Je pense que c'est peut-être ça. Je sais pas trop. Mais là, c'est vraiment de l'hypothèse, j'en sais rien du tout. Mais voilà. J'ai eu un peu de peine avec la lecture là. C'est dommage parce que je trouve qu'elle est vachement intéressante. Je trouve que ça s'est un petit peu envolé. Bonsoir Astra Bloom, comment tu vas? C'est quoi Trap Trap? Ah bah voilà, par exemple, on n'appelle pas ça pareil, donc voilà. Trap Trap, c'est loup quoi. C'est genre on court pour s'attraper quoi. Moi quand j'étais petit, j'appelais ça Trap Trap. Trap Trap et cache-cache. Et puis après, quand tu faisais les deux, c'était un cache-trap. Enfin bref. C'est comme bah, le loup. J'ai déjà entendu que selon la règle que tu employais, t'appelles ça le loup glacé. Enfin bon bref, il y a plein de choses. Mais ouais, du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, je suis deg d'avoir un petit peu ma voix. Je vais pas dire, je vais pas dire que j'ai la voix fatiguée. Je pense que c'est davantage l'air froid qui est chez moi qui fait que j'ai du mal à reprendre mon air. L'air sec aussi, surtout. Donc voilà, j'ai un peu de mal à reprendre mon air, j'ai un peu de mal à reprendre mon souffle. Et du coup, ça me joue quelques tours sur la lecture, c'est dommage. Mais je trouve que c'est la lecture la plus intéressante qu'on ait faite jusqu'à présent sur Gatsby le Magnifique. Bah, tout simplement parce que l'histoire prend une nouvelle tournure, quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est que là, ça y est, on voit enfin Gatsby. Et d'ailleurs, on voit Gatsby sous un jour qu'on n'aurait pas forcément attendu, je trouve. Parce que
de le voir aussi stressé, aussi paniqué. Je trouve que ça nous prend un petit peu au dépourvu par rapport à l'image mystique presque qu'on s'en faisait jusqu'à présent. Donc je trouve ça hyper intéressant en fait de voir Gatsby, on va dire le mythe un petit peu se décomposer comme ça. Donc ça j'ai beaucoup apprécié. Et puis bah voilà, il y a une nouvelle histoire d'amour qui commence ou qui recommence. C'est assez flou, je sais pas trop comment ça se passe, comment c'est arrivé, étant donné que le narrateur les a laissés seuls et qu'on n'a pas vu exactement comment ça s'est passé, c'est un peu dommage ça, mais peut-être que ça sera le sujet de la suite. Euh, mais ouais, je trouve ça vachement plus sympa et je trouve que encore une fois, je me répète, mais je trouve que Gatsby pas Gatsby, pardon, Francis Scott Fitzgerald est particulièrement doué pour écrire des dialogues, je trouve. Parce que il écrit pas toujours qui est en train de parler, et parfois j'ai peur de me tromper de personnage, parce que vu que je suis en live, je l'appréhende d'autant plus. Avec la lecture à voix haute, je me dis d'autant plus qu'il faut pas que je me trompe de personnage, quoi. Mais pourtant, je trouve qu'on n'a pas trop de peine à s'y retrouver, on n'a pas trop de peine à savoir qui est en train de parler. Et surtout, je trouve que c'est juste bien écrit. Je trouve que les dialogues font véritable, ce qui est assez rare. C'est pour ça que ça me marque autant. C'est que je trouve ça très très dur à réussir un dialogue et je trouve que c'est rarement le cas. Là, je trouve que les dialogues sont fluides et on dirait vraiment du parler. On dirait vraiment du parler et ça a vraiment du sens. Je trouve ça très réaliste en fait. Et du coup, ça donne du corps au personnage, quoi. On croit un peu plus au personnage, je trouve. Daisy, j'ai pas tout compris à ce qu'elle avait à pleurer dans les chemises. Eh bien, ça m'a fait rire ce passage parce que ça m'a fait penser à un passage de ma vie. Un passage de ma vie, genre ma vie est un grand livre. Mais ça m'a fait penser à la première fois où j'ai mis des lunettes. Ça m'a fait penser à la première fois où j'ai mis des lunettes. J'ai eu les larmes aux yeux. J'ai eu l'impression d'être très con de pleurer pour ça, mais j'ai eu les larmes aux yeux. Je sais pas, ça m'est monté. J'ai été ému, entre guillemets. Parce que je me suis dit, putain, c'est ouf le nombre de trucs que j'ai loupé entre guillemets parce que j'avais pas de lunettes. Enfin, c'est bizarre, hein, mais je me suis dit, le nombre de jolies choses que j'ai pas pu admirer ou apprécier à sa juste valeur parce que je voyais mal parce que j'avais pas de lunettes. Je sais pas, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Première fois où on voit de nouveau, c'est un superbe moment, moi aussi. Ah bah vous me rassurez, j'ai toujours cru que j'étais très très bizarre à avoir eu ce moment-là. Vous me rassurez si on est plusieurs à avoir vécu ce truc. Mais ouais, et du coup je pense que on peut faire une vague comparaison de ça avec l'événement avec Daisy et les chemises. C'est-à-dire que ouais, elle est dans la découverte d'une certaine opulence, peut-être d'une certaine élégance, d'une certaine, euh, j'allais dire raffinerie, mais raffinerie du coup ça fait genre la raffinerie, l'usine, enfin ouais. Mais ouais, quelque chose de raffiné. Donc je sais pas si elle est pas un peu dans ce délire-là. J'ai du mal. J'ai passé la journée à tout détailler, à tout regarder. Ah, trop marrant. C'est trop stylé. Et pourtant, malgré ça, je désire plus que tout arrêter de porter des lunettes. Mais bon. Enfin, plus que tout, non, j'exagère. Mais, mais j'aimerais bien ne plus mettre de lunettes. Ça me casse les couilles d'avoir des lunettes. Mais en même temps, ouais, ça m'apporte quand même beaucoup. Euh, donc ouais, franchement, là, j'ai beaucoup apprécié ce chapitre 5. Mm. Surtout que ce que j'aime beaucoup, c'est que Francis Scott Fitzgerald a une facilité à nous faire glisser des petites réflexions qui pourraient devenir des réflexions philosophiques où on s'attarde et où on discute d'un sujet et ainsi de suite. Genre sur la société, sur l'être humain, etc., etc., sur les sentiments, sur plein de choses comme ça. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il le fait de manière très subtile et très délicate, je trouve, en cela où ça vient pas d'un seul coup plomber le texte, plomber le rythme ou complètement ouais, détaché du reste. Je trouve que c'est hyper fluide et que c'est juste des petites phrases, des petits détours comme ça, mais des détours smooth quoi.
des détours bien, des virages bien négociés. C'est vraiment, j'arriverai même plus à citer un endroit précis parce que bon, faudrait que je le retrouve. Mais j'aime beaucoup ça dans sa narration. Le fait qu'une fois de temps en temps, il y a une petite réflexion un petit peu réfléchie, on va dire. Réflexion réfléchie, je viens de dire là, vraiment. Mettez-moi des baffes. Euh, donc voilà, au-delà de ça, ça n'entrave pas, ça n'entrave pas le rythme, le déroulé de l'aventure, on va dire, le déroulé de l'histoire. Euh, et de la même manière, parfois mêlé, pas toujours, mais de la même manière, il y a aussi des moments un peu de poésie que j'aime beaucoup. Quand il s'arrête sur les couleurs, sur le jardin de Gatsby, sur l'étude de son jardin, de sa maison et tout. Il y a des il y a des petits moments de poésie avec le ciel. Moi, les couleurs du ciel, là, j'imagine tellement Vanilla Sky, je trouve ça. Enfin bref, les ciels vanille, je trouve ça magnifique. Les ciels avec des nuages couleur vanille, là. Bref, c'est mes nuages préférés. Et ouais, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a un peu de tout, c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien, je pense, avec Fitzgerald. C'est que il y a un mix harmonieux de plusieurs choses. Il y a de la narration, beaucoup de narration, pas mal de dialogue, et puis il y a des petites réflexions presque, j'allais dire presque des punchlines, tellement elles sont courtes et efficaces, mais en même temps très subtiles, quoi. Comme je dis, elles dérogent pas, enfin elles dérogent pas, elles sortent pas du texte, quoi. Donc tout ça avec le petit nappage ou le petit agrément de poésie, j'aime beaucoup dans l'ensemble. J'aime vraiment beaucoup. Bien. Est-ce que ma voix va est-ce que ma voix va s'étouffer comme sur la toute première ligne, phrase du chapitre 5? Nous allons le découvrir tout de suite pour le chapitre 6. Du coup, hop, je change le titre du live très brièvement. Je vérifie que tout fonctionne. Et on passe sur le setup lecture. Alors je regarde brièvement, je crois qu'on a un truc genre 20 pages de nouveau. Donc ça va être à peu près kiff-kiff. Ouais, c'est à peu près ça. Ça va être kiff-kiff avec ce que je viens de vous lire. Donc je pense vous revenir dans 30-40 minutes. Et cette fois-ci, ce sera pour la fin du live d'aujourd'hui. Je vous souhaite encore une bonne écoute à tous. Bonne écoute d'Imal, Sarah, Zia, Astra Bloom. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regarderaient en rediffusion sur YouTube. On est parti. Chapitre 6. C'est vers cette époque-là qu'un jeune journaliste aux dents longues de New York se présenta un matin chez Gatsby pour lui demander s'il avait quelque chose à dire. Quelque chose à dire à quel sujet s'enquit Gatsby aimablement. Une déclaration, si vous préférez. Il s'avéra, après 5 minutes de discussion laborieuse, que l'oreille du jeune homme avait saisi au vol le nom de Gatsby, dans les couloirs de son journal, à propos d'une affaire qu'il entendait tenir secrète, ou dont il ne possédait pas tous les éléments, et, comme c'était son jour de congé, un louable réflexe professionnel l'avait poussé à venir voir. Il repartit bredouille, mais il avait du flair. Alimenté par des centaines de personnes qui jouaient les experts quant à ses origines sous prétexte qu'elles acceptaient son hospitalité, le renom de Gatsby avait grandi dans de telles proportions cet été-là que la presse commençait à s'y intéresser. Les rumeurs les plus farfelues s'attachaient à lui comme par réflexe, tel ce pipeline souterrain qui aurait importé en fraude de l'alcool canadien. Et l'on répétait avec insistance qu'il n'habitait pas une maison, mais un bateau camouflé en maison, et qu'il cabotait en secret entre les rives de Long Island. Pour quelle raison ce genre de fable comblait-elle le Dez James Gatz, originaire du Dakota du Nord, n'est pas facile à expliquer. James Gatz, tel était son vrai nom, pour l'état civil de moi, il l'avait modifié lui-même à 17 ans le jour où s'était noué son destin, très précisément le jour où le yacht de Dan Cody avait jeté l'ancre sur l'un des bas-fonds les plus sournois du lac supérieur. C'était encore James Gatz, qui rôdait cet après-midi-là sur la plage, en chandail vert troué et pantalon de toile. Mais c'était déjà Jay Gatsby, qui avait emprunté une barque et faisait rame vers le Tuolomie
pour informer Cody que la force des vents risquait de le faire sombrer en moins d'une demi-heure. Je pense qu'il gardait ce nom en réserve depuis longtemps. Ses parents étaient de petits fermiers besogneux. Son imagination n'avait jamais admis qu'ils puissent être ses géniteurs. En vérité, Jay Gatsby de West Egg, Long Island, était né d'une conception platonique de lui-même. Il était fils de Dieu, expression qui dit très exactement ce qu'elle veut dire, et il se devait aux affaires de son père, à l'avènement d'une immense, populaire et clinquante beauté. Il s'était donc forgé un archétype de Jay Gatsby, le seul qu'un garçon de 17 ans soit en mesure de se forger, et il s'y montra fidèle jusqu'au bout. Il vagabondait depuis un an sur la rive sud du lac supérieur, ramassant des palourdes, pêchant le saumon, faisant un peu n'importe quoi en échange d'un repas et d'un lit. Son corps vigoureux, brûlé de soleil, avait supporté sans difficulté cette succession de travaux et de jours, mi-harassants, mi-nonchalants. Il s'était très tôt intéressé aux femmes, et à peine l'avait-elle gâté qu'il les avait méprisées, les jeunes vierges pour leur ignorance, les autres pour l'hystérie dont elles entouraient une faveur qu'en son parfait égocentrisme il estimait lui être due. Mais son cœur était en constante révolte. Les images les plus baroques et les plus délirantes venaient le hanter dès qu'il était couché. Une sarabande indescriptible se déchaînait dans son cerveau, amplifiée par les battements de la pendule près du lavabo et par la clarté moite dont la lune inondait ses vêtements épars sur le sol. Il reculait un peu plus chaque nuit la frontière de ses chimères, en attendant que le sommeil, par une étreinte sans mémoire, interrompe une scène éblouissante. Ces fantasmes ont servi un temps d'exutoire à son imagination. Il faisait contrepoids à l'irréalité de la réalité, lui laissant croire que ce caillou qu'est notre terre reposait en sécurité sur l'aile d'une fée. Comme par intuition de ses futurs triomphes, il s'était inscrit quelques mois plus tôt à la petite université luthérienne de Saint-Olaf, dans le sud du Minnesota. Il n'y était resté que 15 jours, mortifié par la brutale indifférence qui suscitait les signes avant-coureurs de son destin, ce destin lui-même, et rebuté par le travail de portier qui devait payer ses études. Il avait donc rejoint le lac supérieur, et il cherchait quelque chose à faire le jour où le yacht de Cody était venu mouiller au large. Cody avait une cinquantaine d'années à l'époque, directement issu des mines d'argent du Nevada, du Yukon, et de toutes les ruées vers l'or et autres métaux qui avaient eu lieu depuis 1875. Les transactions concernant les cuivres du Montana l'avaient rendu plusieurs fois millionnaire. Il était en grande forme physique, mais son état mental donnait des signes de faiblesse, et l'ayant subodoré, un nombre assez respectable de femmes avaient voulu le soulager de son argent. Les détours fort peu alléchants qu'avait emprunté la célèbre échautière Élacaille pour faire office de Madame de Maintenon auprès de cette royauté déclinante et la convaincre de vivre sur un yacht, était l'un des thèmes favoris de la presse à scandale de 1902. Il bourlinguait donc depuis 5 ans, d'un littoral plus ou moins accueillant à l'autre, le jour où il avait pris pour James Gatz le visage même du destin. Pour le jeune Gatz, accroché à ses avirons, les yeux levés vers le pont Promenade, ce yacht symbolisait toute la richesse et toute la beauté du monde. J'imagine qu'il a souri à Cody. Il devait avoir découvert que les gens l'aimaient lorsqu'il souriait. J'imagine que Cody lui a posé quelques questions, dont une relative à ce nom flambant neuf qui sortait enfin du néant, et a compris qu'il avait affaire à un garçon intelligent, d'une ambition effrénée. Quelques jours plus tard, il le conduisait lui-même à Duluth, pour lui offrir un blazer bleu marine, 6 pantalons blancs et une casquette de yachtman, et quand le Tuolomne avait appareillé pour les grandes Antilles, et ce lieu malfamé de San Francisco, qu'on appelle Barbary Coast, Gatsby était à bord. Il n'avait pas de rôle précis. Tant qu'il accompagna Cody, il fut tour à tour steward, second maître, capitaine, secrétaire et geôlier à certains moments, car le Dan Cody, sobre, savait à quelle folie ruineuse se laissait entraîner le Dan Cody ivre, et pour parer à toute éventualité, il se reposait de plus en plus sur Gatsby. Leur entente dura 5 ans, au cours desquels le yacht fit 3 fois le tour du continent. Elle aurait pu durer davantage si Élacaille n'avait profité d'une escale à Boston pour monter à bord une nuit, et Dan Cody, fort inamicalement, mourut 8 jours plus tard. Je revois cette photographie dans la chambre de Gatsby. Cheveux gris, teint fleuri, visage atone, implacable. L'image même du pionnier corrompu qui, à une certaine période de l'histoire américaine, avait introduit jusque sur la côte Est l'âpre violence des saloons et des bordels de la frontière. Si Gatsby buvait si peu, il le devait indirectement à Cody.
Les femmes l'arrosaient parfois de champagne au cours de soirées endiablées. De lui-même, il avait pour principe de ne pas toucher à l'alcool. Et c'est de Cody qu'il devait hériter. Un legs de 25 000 $, qui était resté lettre morte. Il ignorait quelles arguteries légales avaient à jouer contre lui, mais le reliquat des millions était intégralement revenu à El Akai. Il avait cependant reçu l'exacte éducation dont il avait besoin, et le moule mâle et carré de Jay Gatsby, qui s'était affiné peu à peu, commençait à prendre forme humaine. Il ne m'a fait ces confidences que bien plus tard, mais je préfère les inclure ici sans attendre, et couper court aux rumeurs concernant son passé, qui ne reposaient sur rien. J'avoue que le jour où il me les a faites, j'étais moi-même en pleine confusion, prêt à croire n'importe quoi. Je profite donc d'une sorte de pause, qui permet à Gatsby de reprendre souffle, pour effacer une fois pour toutes cette série d'insanités. Cette pause, je l'ai observée de mon côté en ce qui le concerne. Pendant plusieurs semaines, je ne l'ai ni revu ni entendu au téléphone. Je passais le plus clair de mon temps à New York avec Jordan, courant un peu partout, et cherchant à dérider sa très vieille tante, et puis, un dimanche après-midi, j'ai fini par aller le voir, et je n'étais pas là depuis 2 minutes quand quelqu'un est entré boire un verre en compagnie de Tom Buchanan. Cette rencontre m'a surpris, mais n'était-ce pas plus surprenant qu'elle n'ait pas encore eu lieu? Ils étaient 3 en fait, qui rentraient d'une promenade à cheval. Tom, un dénommé Sloan, et une jolie femme, en tenue d'Amazone brun foncé, qui connaissait la maison. « Je suis ravi de vous accueillir, » dit Gatsby, debout dans l'entrée. « Vraiment ravi que vous soyez venus. » Ce qui leur était parfaitement indifférent. « Asseyez-vous, je vous en prie. Cigare? Cigarette? Servez-vous. » Il faisait rapidement le tour de la pièce, appuyé sur des sonnettes. « Dans une petite minute, je vais vous offrir quelque chose à boire. » Il était désarçonné par la présence de Tom, mais de toute façon il se serait senti mal à l'aise de ne rien leur offrir, car il devinait plus ou moins qu'il n'était venu que pour ça. Monsieur Sloan ne voulait rien. Limonade? Merci. Un doigt de champagne? Vraiment rien, merci. Excusez-moi. Agréable, cette promenade à cheval? Très bonne route par ici. J'imagine que les automobiles... Hélas, oui. N'y pouvant tenir davantage, Gatsby se tourna vers Tom qui jouait les inconnus. Je crois vous avoir déjà rencontré, monsieur Buchanan. En effet, grogna Tom, à peine poli, ne se souvenant manifestement de rien. Oui, oui, en effet, je me souviens très bien. Il y a 2 semaines, environ. Ah oui, vous étiez avec Nick. Je connais votre femme, continua Gatsby, presque agressif. Ah bon. Tom se tourna vers moi. Tu habites par ici, Nick? Juste à côté. Ah bon. Renversé dans son fauteuil, le regard lointain, M. Sloan se désintéressait de la conversation. L'Amazone restait silencieuse, mais après 2 whisky, elle se montra soudain plus chaleureuse. « Et si nous venions tous les 3 à votre prochaine soirée, monsieur Gatsby? Qu'en pensez-vous » ? « Venez, bien sûr. Je serai ravi de vous recevoir. »« Meuble à vous, » grommela M. Sloan. « Bon, il est temps de rentrer. »« Attendez encore un moment, » intervint Gatsby. Il avait retrouvé toute sa présence d'esprit et souhaitait prolonger ce contact avec Tom. « Pourquoi ne pas... Mais oui, pourquoi ne restez-vous pas dîner? Je ne serais pas surpris s'il nous arrivait de New York quelques invités imprévus. »« C'est vous qui allez venir dîner chez moi, » décida brusquement l'Amazone. « Vous deux. » L'invitation s'étendait donc à moi. Monsieur Sloan s'était levé. « Allons-y, dit-il, mais il ne s'adressait qu'à la jeune femme. « C'est très sérieux, insista-t-elle. Je serais ravi de vous avoir à ma table. Ce n'est pas la place qui manque. » Gatsby me regarda. Il hésitait. Il avait envie d'accepter sans comprendre que M. Sloan avait décidé qu'il ne viendrait pas. Et je préférais m'abstenir. « Excusez-moi, je crains fort de ne pas pouvoir. »« D'accord, mais vous... » Elle avait reporté toute son attention sur Gatsby. « Vous venez. » M. Sloan lui murmura quelques mots à l'oreille. « Si nous partons maintenant, nous ne serons pas en retard, » lui répondit-elle à voix haute. « Je n'ai pas de cheval, » dit Gatsby. « J'ai souvent monté à l'armée, mais je n'ai jamais acheté de cheval. Je vais vous suivre en voiture. Je vous demande une petite minute. » Nous sommes sortis sur le perron. M. Sloan et la jeune femme s'étaient lancés en aparté dans une discussion véhémente. Tom soupira. « Bon Dieu, j'ai vraiment l'impression que ce type va venir. Il devrait sentir qu'elle n'y tient pas. » Elle prétend qu'elle y tient. Elle donne un grand dîner, et il n'y connaîtra personne.
Il fronça les sourcils. Comment diable a-t-il rencontré Daisy? Tu vas me trouver terriblement vieux jeu, mais j'estime que les femmes sont beaucoup trop libres aujourd'hui, et je n'aime pas ça. Elles tombent sur de drôles d'oiseaux. Monsieur Sloane et la jeune femme descendirent rapidement les marches et sautèrent en selle. Nous sommes en retard, dit Sloane à Tom. Allons-y. Et à moi. Voulez-vous lui dire que nous ne pouvons pas attendre? Tom me serra la main. Les deux autres m'adressèrent un petit signe de tête glaciale, puis ils s'éloignèrent au trot et ils venaient de disparaître derrière les feuillages du mois d'août, au moment où Gatsby, un chapeau et un pardessus léger à la main, a franchi la porte. Savoir que Daisy sortait seule perturbait... Je reprends. Savoir que Daisy sortait seule perturbait Tom de toute évidence, car il l'accompagna chez Gatsby le samedi suivant. L'étrange impression d'étouffement qui a dominé cette soirée était-elle due à sa présence? C'est possible. Elle diffère complètement dans mon souvenir des autres soirées de cet été-là. On y trouvait pourtant les mêmes invités, le même genre d'invités du moins, la même débauche de champagne, la même explosion de couleurs et de voix criardes, mais je sentais dans l'atmosphère une sorte de menace, quelque chose d'insidieux et de déplaisant, que je n'avais jamais senti jusque-là. Peut-être, d'un autre côté, m'étais-je laissé subjuguer par West Egg? Avais-je fini par l'accepter comme un monde à part, avec ses lois et ses notables, ne cédant le pas devant rien, n'ayant pas conscience de devoir le faire, et je le voyais ce soir-là de façon différente. Je le voyais à travers les yeux de Daisy. C'est toujours une amère expérience de poser un regard neuf sur ce qui vous a demandé un long effort d'adaptation. Ils sont arrivés au coucher du soleil, et pendant que nous naviguions parmi des centaines d'invités en effervescence, Daisy faisait jouer dans un murmure les sortilèges de sa voix. « Oh, Nick, chuchotait-elle, tout ça m'excite à un tel point. Si tu veux m'embrasser au cours de la soirée, préviens-moi, et je serai tellement ravie de te faire ce plaisir. Prononce mon nom, c'est tout. Ou tends-moi un coupe-fil. Je distribue des coupes. » Gatsby l'interrompit. « Regardez autour de vous. » « Mais je regarde autour de moi. Je sens que je vais passer une merveilleuse... Vous allez reconnaître des quantités de gens célèbres. » Tom toisait la foule d'un œil méprisant. « Nous sortons si peu. J'étais en train de me dire que je ne connaissais âme qui vive. »« Vous connaissez sûrement cette femme, là-bas. » Gatsby lui désigna une créature magnifique, véritable orchidée humaine, qui trônait avec majesté sous les branches d'un prunier sauvage. Tom et Daisy la regardèrent avec cet étrange sentiment d'irréalité que donne le fantôme d'une star de cinéma lorsqu'il se matérialise sous vos yeux. « Tellement belle !» murmura Daisy. « Cet homme derrière elle, et son metteur en scène. » Ils allaient d'un groupe à l'autre. Gatsby les présentait avec cérémonie. Mrs. Buchanan, Monsieur Buchanan, et après une seconde d'hésitation, le joueur de polo. Tom rectifia aussitôt. « Non, non, pas moi !» Mais l'expression devait plaire à Gatsby, car Tom resta toute la soirée le joueur de polo. Daisy s'extasiait. « Je n'ai jamais vu autant de gens célèbres. J'aime beaucoup cet homme-là. Comment s'appelle-t-il déjà? Celui qui a le nez légèrement bleu. » Gatsby précisa en le nommant que ce n'était qu'un producteur de seconde zone. « Peu importe. Il me plaît. »« Je préférerais ne pas être le joueur de polo, » avoua Tom en souriant. « Je préférerais regarder ces célébrités de façon anonyme. » Daisy et Gatsby ont dansé. Je me souviens qu'ils dansaient le foxtrot avec une élégance et une précision surprenantes. Jamais encore je ne l'avais vu danser. Puis ils ont émigré vers chez moi, se sont assis sur le perron, et à la demande de Daisy, j'ai joué les sentinelles pendant une demi-heure. Au cas où il y aurait une inondation, comprends-tu, ou un incendie, ou si Dieu se manifestait d'une façon quelconque. Tom sortit de son anonymat au moment où l'on servait le dîner. « Verrais-tu un inconvénient à ce que je m'installe à cette table là-bas » demanda-t-il. « Il y a quelqu'un qui raconte des histoires à mourir de rire. »« Ne te gêne surtout pas, » répondit Daisy, enchantée. « Et si tu as besoin de noter une adresse, voici mon petit porte-mine en or. » Ayant tourné la tête un peu plus tard, elle m'informa que la fille était jolie mais vulgaire. Et j'ai compris qu'à l'exception de cette courte demi-heure avec Gatsby, la soirée ne lui plaisait pas. Je dois dire que notre table était particulièrement éméchée, et j'en étais responsable. Gatsby venait d'être demandé au téléphone, et 2 semaines plus tôt, j'avais passé une charmante soirée en compagnie de ces gens-là. Mais ce qui m'avait semblé drôle alors s'était étrangement flétri. « Comment vous sentez-vous, Miss Baedeker »
La jeune fille à qui je posais cette question cherchait en vain à s'endormir sur mon épaule. Elle se redressa en sursaut et ouvrit de grands yeux. Quoi? Une lourde femme apathique, qui avait supplié Daisy de jouer au golf avec elle, le lendemain matin, sur le parcours du club local, vola au secours de Miss Baker. Oh, elle se sent très bien maintenant. Elle se met toujours à crier comme ça après 5 ou 6 cocktails. Je passe mon temps à lui dire de ne plus y toucher. Je n'y touche plus, affirma l'accusé d'une voix éraillée. On vous a pourtant entendu crier. J'ai dit au docteur Sivette, ici présent, docteur, j'entends quelqu'un qui a besoin de vous. Elle vous doit des remerciements, c'est vrai, dit son voisin d'un ton sec. Mais en lui plongeant la tête dans la piscine, vous avez complètement trempé sa robe. S'il y a une chose que je déteste, gronda Miss Baker, c'est qu'on me plonge la tête dans une piscine. Un soir dans le New Jersey, ils ont failli me noyer. Vous devriez donc ne plus y toucher, insista le docteur Sivette. Parlez pour vous, cria Miss Baker. Vous avez vu vos mains? Elles ont la tremblote. Jamais je ne vous laisserai m'opérer. Voilà où nous en étions. Il me reste une dernière image. La star et son metteur en scène. Ils trônaient toujours sous le prunier sauvage, et leurs visages se touchaient presque, séparés par un seul petit fil de lune. Je me suis dit qu'il avait dû se ployer doucement, pendant toute la soirée, pour être si près d'elle. Et au moment où nous les regardions, il est descendu d'un ultime degré, et l'a embrassée sur la joue. Oh, je l'aime beaucoup, murmura Daisy. Elle est tellement belle. Mais les autres l'indisposaient, sans recours possible. Ce n'était pas une attitude, mais une réaction d'angoisse. Elle avait peur de West Egg, peur de ce lieu sans attache que la fantaisie de Broadway avait fait surgir d'un petit village de pêcheurs, peur de cette vitalité instinctive qui se cabrait sous le carcan des anciens euphémismes, et du destin trop désinvolte qui avait parqué ce troupeau d'habitants sur une étroite langue de terre reliant le néant au néant. Ce réalisme sans détour, qu'elle ne parvenait pas à comprendre, avait à ses yeux quelque chose d'effrayant. Nous nous sommes assis tous les trois sur le perron en attendant leur voiture. Il faisait très sombre. Seul, un rectangle de lumière s'échappait par la porte ouverte en direction du petit jour blafard. Une ombre s'inscrivait parfois sur le rideau d'un dressing-room, puis cédait la place à une autre, un infini défilé d'ombres qui se remettaient de la poudre et du rouge devant un miroir invisible. « En fait, c'est qui ce Gatsby » interrogea Tom brusquement. « Un bootlegger ?»« Qui t'a dit ça ?» ai-je demandé. « Personne, je le suppose. Les nouveaux riches ne sont souvent que de gros bootleggers. » Pas lui. Tom garda le silence un moment. Son pied jouait avec les graviers de l'allée. Il a quand même dû ramer un bon coup pour réunir une pareille ménagerie. Un vent léger effleura l'ombre grise du col de fourrure de Daisy. Plus intéressante en tout cas que les gens que nous fréquentons, dit-elle en se forçant un peu. Tu n'avais pas l'air très intéressé. Je l'étais. Tom se tourna vers moi en riant. As-tu remarqué la tête qu'elle faisait quand cette fille l'a supplié de la pousser sous une douche froide? Daisy chantonnait avec l'orchestre, un murmure voilé, cadencé, et elle donnait à chaque mot un sens qu'il n'avait jamais eu, qu'il n'aurait jamais plus. Quand la mélodie montait vers l'aigu, sa voix se brisait doucement, pour reprendre aussitôt sur un ton plus bas, un ton de contralto, et l'air se chargeait, à chaque variation, d'une exquise bouffée de chaleur humaine. « Beaucoup de gens ne sont pas invités, dit-elle soudain. Cette fille-là n'était pas invitée. Il force sa porte, et il est trop courtois pour protester. J'aimerais bien savoir d'où il vient et ce qu'il fait, reprit Tom. Je vais tout mettre en œuvre pour le découvrir. Je peux te renseigner dès maintenant. Il possédait des pharmacies, toute une chaîne de pharmacies qu'il a développée lui-même. La limousine tant attendue finit par apparaître. Bonne nuit, Nick, murmura Daisy. Son regard se détacha de moi et gagna le haut du perron, d'où l'on entendait par la porte ouverte une valse sage et mélancolique très en vogue à l'époque, 3 o'clock in the morning. Tout était possible après tout dans une soirée si peu protocolaire, n'importe quel imprévu romanesque, totalement étranger au monde où elle vivait. Qu'y avait-il dans le secret de cette valse qui l'attirait ainsi vers l'intérieur de la maison? Qu'allait-il arriver maintenant, au cours de ces heures indécises? Quelqu'un peut-être. Une invitée inattendue, une créature irréelle d'une essence si rare qu'elle ne pouvait qu'éblouir, une jeune fille au rayonnement intact qui d'un seul regard vers Gatsby, un regard neuf, en un bref instant d'affrontement magique, lui ferait oublier 5 ans d'absolue dévotion. J'ai veillé tard cette nuit-là. Gatsby désirait me voir dès qu'il serait libre. J'ai donc erré dans les jardins,
En attendant que l'inévitable poignée d'audacieux baigneurs remontent en courant de la plage obscure, surexcités et bleus de froid, que la dernière lampe s'éteigne dans les chambres d'amis. Lorsqu'il est enfin sorti sur le perron, les traits de son visage étaient anormalement tirés. Il avait un regard épuisé et brûlant. Elle n'a pas aimé, a-t-il déclaré aussitôt. Bien sûr que si. Je vous dis qu'elle n'a pas aimé. Elle n'était pas heureuse. Il garda le silence un moment. Je le sentais découragé. J'ai l'impression d'être si loin d'elle. C'est si difficile de lui faire comprendre. Vous parlez de la danse? La danse? Il effaça d'un simple claquement de doigts toutes les danses qu'il avait accordées. Danser ne compte pas, cher vieux. Ce qu'il attendait de Daisy, qu'elle aille trouver Tom et lui dise « Je ne t'ai jamais aimé ». Rien de moins. Ayant ainsi d'une seule phrase réduit 3 années de sa vie à néant, il pourrait discuter des mesures à prendre. L'une d'elles étant qu'il retournerait à Louisville dès que la rupture serait officielle, et qu'elle l'épouserait chez elle, dans sa maison d'enfance, comme s'il revenait 5 ans en arrière. C'est ce qu'elle ne veut pas comprendre. Elle comprenait si bien autrefois. Nous restions assis pendant des heures et... Il s'interrompit et je le vis errer au milieu des débris qui jonchaient le sol, écorces de fruits, rumeurs piétinées, fleurs fanées. J'ai risqué un conseil. Je ne lui en demanderai peut-être pas tant. On ne ressuscite pas le passé. On ne ressuscite pas le passé, répéta-t-il comme s'il refusait d'y croire. Mais bien sûr qu'on le ressuscite. Il regarda autour de lui avec une brusque violence, comme si le passé était là, tapi dans l'ombre de la maison, mais hors de portée. Je ferai tout pour que les choses soient comme avant. Exactement comme avant. Il secoua la tête avec force. Elle verra. Et il me parla longtemps du passé. J'ai eu le sentiment qu'il était en quête de quelque chose, une idée de lui-même peut-être qui s'était égarée lorsqu'il avait aimé Daisy. Du jour où il l'avait aimée, sa vie n'avait plus été que désordre et confusion. Mais s'il pouvait refaire le chemin pas à pas, revenir à l'endroit précis où tout s'était joué, il finirait par découvrir l'objet de sa quête. Une nuit d'automne, 5 ans plus tôt, ils longeaient une rue et les feuilles mortes tombaient autour d'eux, et ils sont arrivés à un endroit sans arbre, où le trottoir était blanc sous la lune. Ils se sont arrêtés. Ils se sont tournés l'un vers l'autre. C'était une nuit silencieuse, traversée par ce mystérieux battement de fièvre qui souligne 2 fois par an les changements de saison. Les douces lumières des maisons ronronnaient dans l'obscurité, et l'on devinait dans le ciel un tournoiement d'étoiles. À la frange de son regard, Gatsby découvrait l'alignement des trottoirs qui dessinaient comme une échelle, et cette échelle conduisait vers un lieu secret au-dessus des arbres. Il pouvait y monter, s'il y montait seul, et l'ayant atteint, boire la vie à sa source même, se gorger du lait transcendant des prodiges. Le visage clair de Daisy se levait lentement vers lui, et il sentait son cœur battre de plus en plus vite. Il savait qu'au moment où il embrasserait cette jeune fille, au moment où ses rêves sublimes épouseraient ce souffle fragile, son esprit perdrait à jamais l'agilité miraculeuse de l'Esprit de Dieu. Il avait alors attendu, écouté encore un moment la vibration du diapason qui venait de heurter une étoile, puis il l'avait embrassée, et à l'instant précis où ses lèvres touchaient les siennes, il avait senti qu'elle s'épanouissait comme une fleur à son contact, et l'incarnation s'était achevée. À travers ce qu'il disait, et malgré une sentimentalité excessive, je retrouvais quelque chose à mon tour, une cadence insaisissable, des fragments de mots oubliés, quelque chose qui s'était passé bien des années auparavant. J'ai senti, pendant un moment, qu'une phrase cherchait à prendre forme dans ma bouche, et j'ai ouvert les lèvres comme un muet, sous la pression d'une force bien au-delà d'une simple respiration, et qui cherchait à s'échapper. Mais elles ne formèrent aucun son, et ce dont j'étais sur le point de me souvenir est resté indicible à jamais. Et c'est la fin du chapitre 6. Ça sera donc également la fin du live du jour. Nous passons à l'outro de ce live. Bienvenue Anne V13. Je vais dire Anne, ce sera plus facile. Bienvenue Anne et merci pour ton follow. Si tu es toujours parmi nous, parce que c'est vrai que vu que pendant la lecture je ne réponds pas au chat, il y a beaucoup, ça arrive très très souvent que des gens follow et en fait ils sont partis le temps que je leur réponde.
C'est dommage, mais en même temps, j'ai vraiment pas envie de m'interrompre à chaque fois dans ma lecture. Je veux que ça reste un maximum fluide. J'ai super kiffé. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Je pense que je réitère ce que je disais tout à l'heure lors de la pause. Je pense que là, c'est les chapitres que j'ai préférés et ouais. Je pense que chapitres 5 et 6, c'est les deux chapitres que j'ai préférés depuis le début du roman. Je trouve qu'il y a une nouvelle ambiance, il y a une nouvelle atmosphère. Maintenant qu'on voit du coup l'histoire d'amour avec Gatsby et ainsi de suite. Je sais pas, c'est teinté de quelque chose de nouveau. Et du coup, je suis bien content qu'il y ait eu ces longs chapitres d'introduction. Parce que je trouve que d'avoir instauré cette ambiance pendant autant de temps, euh, ça met des images en tête en fait. Je trouve que. Enfin, comment dire? Ouais, en fait, on a vraiment eu l'installation du décor et maintenant le décor prend tout son sens, je trouve. Euh, et, euh, et je comprends grave les films américains d'amour avec des nuits noires sur la mer, avec des lumières et ainsi de suite. Enfin, je sais pas. J'imagine, j'ai trop ce genre d'images très cinématographiques qui me viennent en tête. Et, euh, et je trouve que ça donne un charme très particulier à cette histoire. Et ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voir Gatsby dans des histoires dont on sent qu'elles vont être un petit peu douloureuses, si je peux me permettre. Je pense ne pas, je pense ne pas me tromper en disant que ça va mal finir tout ça. Je sais pas, hein, mais je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment quand même. Parce que là, pour le moment, on a l'impression que plus ou moins tout roule entre Gatsby et Daisy. Mais déjà, il y a Tom Buchanan qui est présent et qui est, entre guillemets, un obstacle sur leur route. Euh, mais même au-delà de ça, il n'y a pas que ça, parce que, encore une fois, Gatsby, quand même, il a un passé un peu sombre qu'on comprend pas forcément, etc. Il y a l'histoire avec le journaliste, enfin voilà, tout le monde lui cherche des noises, entre guillemets. À tort ou à raison, peut-être qu'on le découvrira plus tard. A priori, d'après le narrateur Nick Carraway, ce serait plutôt à tort. Mais je sais pas. J'ai pas l'impression que ça va filer le parfait amour. Parce que aussi, en tout et pour tout, il est évident que s'ils se retrouvent aujourd'hui, c'est qu'ils se sont quittés à un moment. Donc s'ils se sont quittés à un moment, c'est aussi qu'il y a quelque chose qui a déconné dans le passé déjà, quoi. Donc là, je trouve qu'on touche à des sentiments beaucoup plus intéressants parce que c'est pas des sentiments d'amour simples. C'est des sentiments d'amour beaucoup plus torturés, beaucoup plus complexes. Et là, toutes les réflexions du narrateur sur cet amour, comment dire, comment expliquer ça? J'ai un peu perdu le fil de ma pensée, c'est terrible. Mais sur le... Mince! Qu'est-ce que je voulais dire? Non! Voilà, sur le fait de vouloir d'être nostalgique du passé et de vouloir que la relation redevienne ce qu'elle a été par le passé et ainsi de suite. Ça, c'est des choses hyper intéressantes. Je pense que c'est vraiment le sentiment que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes ont éprouvé. Un peu ce truc de est-ce que en fait je devrais pas retourner avec mon ex et est-ce que en fait on peut pas réavoir exactement la même relation qu'auparavant? Pourquoi on était aussi heureux et qu'on pourrait pas l'être encore aujourd'hui? Et ouais, c'est beaucoup plus complexe que ça, quoi. Donc là, déjà, on voit qu'il y a des. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a des attentes, je pense. Là, on voit qu'il y a une attente de Gatsby, et le narrateur en parlait lui-même à un moment dans le texte d'ailleurs, mais il y a des attentes de Gatsby parce il l'a fantasmé, il l'a idéalisé, il l'a cristallisé cette relation. Il l'a, il l'a porté en idolâtrie, quoi. Et du coup, forcément, ça déçoit, entre guillemets. Ça peut décevoir, du moins. Donc ouais, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Ça me fait penser à une citation de Paul Valéry que j'aime beaucoup. Ouais, c'est Paul Valéry. Que j'aime beaucoup. Je vais essayer de vous la retrouver. Je vais essayer de vous la retrouver dans son intégralité. Paul Valéry, telle quelle citation ce n'est. Du coup, je sais que c'est dans tel quel.
Je sais que c'est de Paul Valéry et je sais que c'est dans Tel Quel. Ouais, non, ça va être trop dur à retrouver. À chaque fois que je veux la retrouver, je mets v'là le temps. On n'aime jamais qu'un fantôme, etc. Euh, On n'aime jamais qu'un fantôme. Est-ce que je retrouve en mettant ça? Il n'existe pas d'être capable d'aimer un autre être tel qu'il est. On demande des modifications car on n'aime jamais qu'un fantôme. Ce qui est réel ne peut être désiré car il est réel. Et après, il y a une suite à ce truc-là qui est géniale. Sauf que je sais pas si je vais la retrouver du coup. Ah non, il n'y a pas la suite. Parce que la suite, après, c'est en mode ce nez que vous avez là. Nani nanana. Ce qui est réel ne peut être désiré car il est réel. Je t'adore, mais ce nez, mais cet habit que vous avez. Peut-être le comble de l'amour partagé consiste dans la fureur de se transformer l'un l'autre, de s'embellir l'un l'autre dans un acte qui devient comparable à un acte artiste, et comme celui-ci qui excite je ne sais quelle source de l'infini personnel. Et je trouve que, en somme, c'est vachement, vachement, vachement raccord à Gatsby le Magnifique, puisque tout à l'heure, le narrateur Nick Carraway nous parlait de Gatsby et de Daisy et de leur relation, justement avec ces termes-là, des attentes, euh, du fantasme, etc. Et aussi, euh, comme, comme d'un effort artistique, comme d'une chose dans laquelle on s'investit, dans laquelle on se donne, et du coup on attend, entre guillemets. Et, euh, et ce truc d'infini éternel, là, infini personnel, je sais plus quoi, infini personnel, c'est ça. Et bien, justement, tout à l'heure, il y a eu le mot infini, je crois, de prononcer par le narrateur. Oups, pardon pour le bruit. Quand il disait que Gatsby regardait Daisy, à un moment, il a dit ça. À un moment, il a dit qu'en regardant Daisy, il regardait l'infini ou je sais pas quoi. Donc ouais, je pense qu'il y a un peu un délire comme ça, quoi. Je pense qu'il y a un peu un délire du fantasme, voilà, du fantasme, de la vie rêvée, et du coup, ben, certainement inatteignable, entre guillemets. Et du coup, bon courage pour ton cours demain, Sarah. Merci d'être passée sur ce live. J'espère que tu as apprécié. Je te souhaite une bonne nuit. De toute manière, on va tous se dire au revoir, les amis, puisque je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, la suite, ça sera vendredi à 21h. Et puis, je pense qu'on fera encore 2 chapitres. S'ils ont à peu près la même taille, ça devrait le faire. Donc voilà, vendredi 21h pour la suite de Gatsby le Magnifique par Francis Scott Fitzgerald, que j'aime de plus en plus. Que j'aime vraiment de plus en plus. Je vais pas vous mentir, j'avais une petite appréhension. Je commençais à me dire, mince, j'aime pas autant que ce que j'aurais cru. Euh, c'est ce que je vous disais la fois passée, je crois, je sais plus. Où je me disais, là c'est sympa, et il faut vite que ça s'enclenche, parce que ça va être le moment où ça va devenir juste moyen sympa, ou le moment où ça va devenir génial. Et pour le moment, je trouve que ça s'envole doucement vers le... Peut-être pas génial, mais en tout cas plus que sympa. Donc ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup de voir la suite. Bref, n'hésitez pas, si vous m'avez regardé en rediffusion sur YouTube, à laisser un like, un commentaire, un dislike, si tel est votre avis, ou à vous abonner. Et puis, n'hésitez pas à me retrouver tout au long de cette semaine. Vendredi 21h pour la suite de la lecture. Demain de 14h à 19h pour la suite du gameplay sur Ruin King League of Legends Story. Ah d'ailleurs, ça c'est l'enfer dans Gatsby. Il y a tellement des longs passages en anglais. C'est l'enfer. Parce que autant chanter anglais, avec le chant, tu peux à peu près faire du yaourt et faire genre que tu prononces bien l'anglais. Autant avec des phrases à l'écrit en anglais qui sont censées être chantées, mais je connais pas l'air, donc je vais pas commencer à improviser un air, et voilà. Eh bien, c'est ultra compliqué, je trouve, de passer de la lecture du français à l'anglais dans la même phrase et avoir un accent correct. Bref, je trouve ça très dur. Et je trouve ça de façon hyper dur d'avoir un accent anglais correct en parlant. En chantant, je trouve ça beaucoup plus facile. Bref, c'était un petit aparté. Le dernier live de la semaine, ce sera samedi à 21h à l'abordage de toutes vos suggestions de janvier, que ce soit en musique ou en film. Voilà, voilou, je pense avoir tout dit. Ce live a été plus court que ce que j'aurais cru, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai un peu speed up à donf, parce que j'appréhendais pas mal de ne pas arriver jusqu'au bout, étant donné que je suis fatigué, que j'ai froid, que j'ai la gorge sèche,
que je suis pas bien. Bref. Je vous dis merci à tous ceux qui sont passés ce soir. Encore une fois, merci pour le follow, Anne. Et bonne soirée, bonne nuit à toutes et à tous. À la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine partie de gaming, ou que sais-je encore. Et bye bye!